There is a party directive dealing with the control of the past. Repeat it to me. Who controls the past, controls the future. Who controls the present, controls the past. And where do you suppose this past exists? In records. The party controls all records. And in human memories. The party controls all human memories. Jadis terrain de jeu de quelques passionnés, la pop culture est devenue l'un des grands champs de bataille des géants du divertissement qui multiplient adaptations, suites et spin-offs pour capter l'attention des fans. Au milieu de ce marché saturé, certaines œuvres parviennent pourtant à rester fidèles à leur essence ou à se réinventer et trouvent un équilibre entre succès populaire et reconnaissance critique. C'est à ces perles rares que s'intéresse Over the Pop. Nous sommes toujours avec Gilles. Maintenant qu'on comprend un peu mieux le propos de 1984 et les intentions d'Orwell, il est temps de nous pencher sur la résonance actuelle de ces idées et de se demander que reste-t-il de 1984 en 2026 ? J'avais eu l'idée, plutôt que de faire une liste à la Prévert de tous les concepts de 1984 qu'on retrouve à l'heure actuelle encore dans les médias, d'en choisir 3 qui sont, je pense, les plus notables, quoi. Donc il y avait Big Brother, la novlangue et la double pensée. Voilà. Peut-être que si tu as quelque chose à dire sur le Big Brother de l'époque de la publication, on peut en parler maintenant. Et puis comme ça, après, je peux peut-être enchaîner sur la connotation qu'il a pris à l'heure actuelle, quoi. Je voulais dire que on avait édulcoré le contenu en disant que c'était simplement une critique du soviétisme. Mais on l'a aussi édulcoré, je veux dire, jusqu'à maintenant, en disant que, 1984, c'est Big Brother, voilà, on est dans Big Brother, alors que Big Brother, c'est pas le propos, et en plus, Big Brother, dans le sens, c'est-à-dire qu'on est surveillé, quoi. C'est ça. Mais t'as carrément lu mes fiches parce que là, t'es trop bien par rapport à ce que je voulais développer comme idée sur justement l'utilisation de Big Brother aujourd'hui, et justement sur le fait que, en général, quand on parle de Big Brother, on l'associe à la fameuse formule Big Brother is watching you. Ouais. Mais c'est vrai que par rapport à Big Brother, ce que moi je voulais dire sur son emploi actuel, en fait, c'est que donc finalement c'est une expression qui finit par traduire en elle-même abusivement 1984, à tel point qu'en fait tu peux même plus la traduire. Alors c'est une des questions qui s'est posée puisque le roman il est tombé dans le domaine public, au moins en Europe, en 2021. Donc il y a eu un certain nombre de nouvelles traductions qui ont été faites. Et à part peut-être un traducteur qui a choisi de le traduire littéralement par grand frère, tous les autres ont choisi de laisser Big Brother parce que finalement c'est rentré dans l'inconscient collectif, en fait. Oui, c'est ça. Donc presque au même titre que orwellien, parce que finalement quand on décrit un monde orwellien, tout le monde a automatiquement en tête ce côté de la surveillance, alors que finalement le terme orwellien pourrait être beaucoup plus riche que ça. Mais il se retrouve collé à ce Big Brother. Ce qui fait que finalement ça appauvrit quelque part, même si le message est clair, quoi. Ça a tendance à appauvrir la portée du message de 1984. Donc je m'étais amusé un petit peu à lister ce qu'on pouvait raccrocher à l'heure actuelle, notamment dans les médias, à Big Brother. Donc utilisé pour désigner la surveillance de masse étatique, les GAFAM, donc Google, Amazon, Facebook, Apple, Microsoft, qui deviennent un petit peu l'incarnation de Big Brother, la vidéosurveillance, la reconnaissance faciale. Alors, je regardais une émission là sur Blast qui s'appelait Macron is watching you, je crois, ou Big Macron is watching you. Donc, comme PCS était là. Ouais, j'ai vu la vignette. Ouais. Voilà. Et en fait, justement, ça parlait de la problématique que il y a de plus en plus de policiers. Alors, je crois que ça s'est ouvert autant aux policiers qu'aux gendarmes qui ont accès avec leur nouvel équipement opérationnel, donc qui s'appelle Neo, genre une espèce de téléphone portable qui est en lien direct avec le TAJ, donc le fichier sur lequel les personnes peuvent se retrouver inscrites, que ça soit parce qu'elles sont coupables de quelque chose ou victimes de quelque chose. Ouais. Et en fait, normalement, c'est que des personnes assermentées qui devraient avoir la possibilité d'accéder à ces dossiers-là. Et il y a de plus en plus d'agents des forces de l'ordre, en fait, qui ne demandent même plus les papiers des gens, qui se contentent de les prendre en photo, et l'image renvoie à ce dossier-là. Donc là, donc là, c'est pour la France, hein. Mais ça existe dans d'autres pays d'Europe, malheureusement aussi. Mais on est vraiment dans ce délire de la reconnaissance faciale
qui est galopant, quoi. Donc voilà, c'était un petit peu ce qu'on peut dire de Big Brother. Alors après, tu rajoutes ce que tu as envie, mais moi, ce que je voulais dire par rapport à ça, c'est que c'est vraiment à la fois le terme qui symbolise le plus l'œuvre de Orwell, mais au point que finalement, elle l'écrase, en fait, et elle oblitère, en fait, toutes les idées qu'il peut y avoir par ailleurs, quoi. C'est-à-dire que en fait, Big Brother ou bien le système là dont tu viens de parler de surveillance, en fait, c'est que la cerise sur le gâteau de tout un système. Et c'est pas pour ça que c'est pas grave. Enfin, je veux dire, c'est grave. Mais Big Brother dans le roman, enfin, au sens, en plus là, on a traduit Big Brother par système de surveillance, mais en fait, Big Brother c'est pas un système de surveillance dans Non, c'est c'est la représentation du chef pouvoir. du parti, C'est du ça. pouvoir, Ouais. c'est ça. Dont on sait même pas en fait si, on suppose qu'il n'existe même plus, voilà, et on ne c'est sait ça. même pas s'il a jamais existé. Voilà, en fait, c'est ça, exactement. comme Jésus. On sait pas quoi. qui est, on sait pas qui est derrière en fait dans le roman. Et en quelque sorte, dans notre société actuelle, on ne sait pas non plus qui est derrière, tout en le sachant quand même. Big Brother n'existe pas. Il n'est qu'une pure fiction créée par le parti. Les vrais dirigeants de l'État sont des inconnus, les sans visage, des manipulateurs qui, parce qu'ils ne sont pas connus, exercent le pouvoir sans la moindre contrainte. Peuple d'Océania, on vous dupe. Le parti n'est pas au service du peuple, mais de lui-même. En fait, ce système, dans 1984, donc il y a cette idée que les individus sont surveillés en permanence. Et c'est ça qu'on a retenu et que maintenant on projette sur notre société en disant, voilà, on a aussi des systèmes de collecte sur nos données personnelles, et donc on est surveillé en permanence. Mais le système de surveillance en lui-même, c'est qu'un outil dans 1984 comme dans notre société actuelle. Et c'est pas ça le propos principal de 1984. Le propos, il est plus profond que celui-là, quoi. Et donc, ce qui fait que dans 1984, ce qu'on a retenu ou ce qu'on a mis en exergue, c'est qu'un outil de surveillance, quoi. Et en oblitérant le fait qu'il y a une critique sociale qui est possible à partir de 1984 des sociétés dans lesquelles on vit. Donc, une critique beaucoup plus radicale de ce qu'on vit que simplement critiquer le fait qu'il y a des systèmes de surveillance. Mais est-ce que finalement, parce que quand j'avais eu l'idée d'inclure 1984 dans Over the Pop, puisqu'à la base, on parle d'œuvres qui sont en lien avec la pop culture, alors on est d'accord que 1984 d'Orwell, c'est pas une œuvre culte de la pop culture, mais par contre, presque d'une certaine manière, c'est Big Brother qui, lui, est devenu une espèce de mème de la pop culture, alors sous différents avatars, qu'on va recycler de plein de manières différentes, jusqu'à ce qu'il n'ait plus aucun rapport, en fait, avec ce que c'était au départ. Ouais. Mais pour Big Brother, je trouve qu'il y a finalement cette récupération, elle est quelque part, c'est presque un marqueur du cynisme de la société dans laquelle on vit, où finalement tu transformes cet élément-là en un mème que tu peux mettre sur les réseaux. Enfin, je t'avais dit quand on avait commencé à parler de l'émission que si tu tapes Big Brother image, tu te retrouves parmi les premiers liens que Google te propose avec une affiche que tu peux acheter sur le site d'Amazon, quoi. Ouais, c'est ça. Donc tu peux la coller à côté de ton affiche de Che Guevara dans ta chambre. C'est ça, voilà. Et c'est intéressant ce que tu dis parce que le 1984, c'est pas la pop culture. Enfin, on pense que c'est pas de la pop culture. Clairement. Ouais. Et mais l'autre jour, je tombe sur un site comme ça, tu vois, où ils disent quels sont les 5 romans qu'il faut avoir lus dans sa vie, ou les 10 ou quoi. Et c'est 1984 qui est en numéro 1. Ouais. Donc après, j'ai fait une petite recherche sur Google en tapant, voilà, quels sont les meilleurs livres à lire, enfin, des questions bateau comme ça. Et en fait, ouais, c'est 1984 qui sort à chaque fois. Après, il y a le Da Vinci Code. Ensuite, il y a la Bible. Il y avait le meilleur des mondes, il y avait 1984. Mais en fait, c'est ça qui est drôle, c'est que... Mais c'est toujours confondu ou en science-fiction? Non, toujours confondu. Genre, quels sont les 5 Donc, ultime, il y avait, je sais plus s'il y avait Joyce ou Ulysse, tu vois, des trucs comme ça. Le truc que personne n'arrive à lire. Ouais, c'est ça. Donc, c'est vrai qu'avec 1984, tu as un livre qui potentiellement a une critique radicale, je dis, de la société dans laquelle on vit. Il y a un best-seller, qui est conseillé à la lecture de tout le monde, tu vois. Mais pour autant qu'on en retient, en fait... C'est ça qui est intéressant. Donc finalement, qu'est-ce qu'on retient dans
on pourrait se dire, tiens, finalement, le système, ce qui retient de 1984 et qui met en exergue, c'est quelque chose qui ne le menace pas. Oui. Ou puis justement, ça permet d'avoir une espèce d'épouvantail comme ça, vers lesquels tu peux, genre Big Macron, tu vois, Is Watching You, c'est un épouvantail que tu peux sortir de manière régulière, que tu peux faire porter à différents problèmes de société ou autres, mais qui finalement la désamorce, quoi. Ouais, ou tu peux faire porter à Facebook, ou oui, aux GAFAM. Ouais. Et puis, donc, du coup, on est presque dans la double pensée, quoi. C'est-à-dire que tout le monde va te dire, ah oui, c'est vrai, Facebook, il enregistre tous mes données, Amazon, machin, truc bidule. Ouais, mais bon, je l'utilise quand même. Enfin, ouais, c'est chiant, mais bon, tu vois. Oui. Donc, t'es là, t'es dans la prise de conscience. Puis en fait, après, ah ouais, mais tiens, il me propose plein de trucs. En fait, la dernière fois, je parlais avec Lionel 1984 à la radio, et puis maintenant, il me propose d'acheter que des affiches. Voilà. Donc les gens sont conscients de ça, et puis au fait, ils l'occultent tout de suite, tu vois, et ils occultent le travail d'occultation, c'est ça la double pensée, c'est comme ça qu'il l'explique, Orwell. Du coup, tu veux directement passer sur la double pensée, parce que c'était le troisième concept orwellien que je voulais qu'on aborde. Est-ce que tu veux qu'on enchaîne direct sur la double pensée tant que tu y es, ou bien on rétropédale sur la novlangue pour retourner à la double pensée? Comme tu veux. Non, va sur la double pensée, vas-y. Est-ce que tu peux essayer de nous proposer une définition simple, claire et précise de ce que c'est que le concept de double pensée? Parce que finalement, c'est pas si évident que ça de vraiment définir ce que c'est que la double pensée comme elle est expliquée, elle est décrite dans le roman. Ouais. Mais en fait, si, il la définit très bien. Il donne une définition de ce que c'est la double pensée à un moment. C'est Winston qui l'explique. Donc la double pensée, c'est pouvoir soutenir une idée et en même temps soutenir son contraire. C'est soutenir une valeur, dire qu'on est pour la démocratie, par exemple, et en même temps faire tout ce qu'on peut pour la bafouer. Et la double pensée, c'est en fait ce mouvement-là, c'est de tenir quelque chose pour vrai, puis consciemment soutenir le contraire. Donc ça, c'est le fameux, enfin, à la fin du roman, donc il y a les séances de torture Winston se fait torturer, et à un moment donné, O'Brien, qui est son tortionnaire, lui dit 2 plus 2 égale 5. Vous rappelez-vous avoir noté dans votre journal, la liberté, c'est la liberté de dire que 2 et 2 font 4. Oui. Combien de doigts je vous montre là, Winston? 4. Et si le parti dit que ce n'est pas 4, mais 5 doigts, alors combien? 5. En fait, la double pensée, c'est ça. C'est-à-dire, tu sais que 2 plus 2 égale 4, mais on te dit que 2 plus 2 égale 5. Et donc, ok, tu admets que 2 plus 2 égale 5. Et donc, ça veut dire que tu as occulté ta croyance dans le fait que 2 plus 2 égale 4, volontairement, consciemment. Mais il faut que tu fasses un effort, en fait, pour refouler, en fait, cette opération que tu as effectuée consciemment. C'est ça la complexité, en fait, de la double pensée. Pourtant, on en a des exemples au niveau politique international régulièrement, de choses qui se font au nom de quelque chose, mais qui en fait ont les effets inverses. Oui. Sciemment, en fait, c'est ça le truc, c'est que c'est encore si c'était de la maladresse où tu dis je pensais faire bien et en fait je me suis planté. Non, là c'est vraiment implicitement mentir à la face des gens pour faire le contraire de ce qu'on prétend mettre en place, quoi. Oui, donc il y a ça, mais je pense que c'est encore beaucoup plus profond que ça. C'est-à-dire qu'on vit dans la double pensée nous-mêmes, quoi. C'est-à-dire qu'on sait très bien que c'est mal de tuer les gens ou de les bombarder, etc. Mais bon, finalement, on accepte que, par exemple, que l'Iran, par exemple, soit sous un déluge de bombes, et on sait, en fait, c'est des mots-là, quoi. Ou on sait très bien que c'est... Enfin, je sais pas, c'est pour... En fait, c'est pas une bonne chose de se faire exploiter, mais bon, on vit quand même dans un système capitaliste, un système dans lequel qu'on respire, qu'on vit, et puis
on y trouve notre position, quoi. On y trouve finalement aussi notre confort dedans, tout en sachant que c'est un système qui exploite les gens, qui est mortifère, qui détruit la planète. On continue à boire notre café, tout en sachant que finalement il y a des agriculteurs dans les pays du Sud. Ou pire que ça, on sait par rapport au réchauffement climatique, on est dans une double pensée. Voilà, c'est complète. ça, en permanence, en fait, on est dedans, quoi. C'est ça, on baigne dedans, en fait, dans la double pensée. Et donc, pour terminer, la novlangue, c'est aussi une difficulté, en fait, de la traduire en français, hein, parce que donc... La volonté dans le roman, donc la volonté du parti, c'est finalement faire que supprimer en fait la polysémie des mots, c'est-à-dire que pour qu'on ne puisse plus utiliser un terme pour pouvoir défendre une idée différente que celle que le parti veut lui donner, quitte même parfois à créer en fait des mots complètement absurdes avec presque un langage enfantin. Bonjour Smith. Parsons. Résistance et accumulateur 4,5. Au courant des bruits? Positionnement Non. de tubatier. Bonne nouvelle. On dirait, oui. Les chocorations vont grimper. Ah bon? 25 grammes la semaine prochaine. Double plus bon, hein? Oui, donc la novlangue, l'idée c'est effectivement d'appauvrir le langage pour appauvrir la pensée. Et donc il y a certains mots même qui sont supprimés du langage, si bien qu'on ne peut plus les penser, quoi. Ça aussi, ce qui est intéressant, tu vois, c'est d'aller plus loin. Et, au XVIIIe siècle ou au XVIIe, je ne sais plus. Il faudrait vérifier ça. Donc, il y a Mandeville qui écrit la fable des abeilles. Là. C'est un bouquin qui est considéré comme étant un des premiers livres qui expose l'idéologie du capitalisme. Et dedans, il explique qu'il ne faut pas trop donner d'éducation, en gros, je caricature, mais aux travailleurs, quoi. Il ne faut pas trop les éduquer. Ça sert à rien. De toute façon, à l'époque, c'était les gens qui destinaient surtout à des travails de manœuvre. Ça sert à rien de trop les éduquer. Ils n'ont pas besoin de trop être éduqués, d'enrichir leur pensée par le langage, etc. Donc, et ça continue dans l'histoire du capitalisme, c'est-à-dire qu'il y a eu une lutte finalement entre d'un côté des forces d'émancipation ouvrières, etc., qui ont fait que qui se sont battus pour l'éducation pour tous, etc. Mais d'un autre côté, il y a toujours eu des groupes d'intérêt du capitalisme qui ont lutté pour le contraire, c'est-à-dire pour que en fait, on n'a pas besoin de donner une éducation. Pas besoin de lire La Princesse de Clèves. Oui, voilà, par exemple. Et tu vois, depuis 2000... je veux dire, c'est un mouvement continu, donc on en trouvera tout le temps dans l'histoire, ce genre de truc. Mais tu vois, c'était revenu sur le tapis, en fait, récemment. Le fait qu'avant, tout le monde pouvait, avec le bac, accéder à l'université. Maintenant, c'est plus le cas. On a failli même avoir un examen pour accéder au lycée. Oui, voilà, mais tu vois, a été abandonné. Tu dois connaître toutes les mesures mieux que moi, même sur l'enseignement professionnel, etc. Tu vois, le fait qu'on ait supprimé des matières générales, tout ça s'inscrit dans cette même logique. D'ailleurs, je sais plus, alors c'était peut-être pas d'hier qu'elle l'a sorti, mais ça m'a fait penser à toi, puisqu'en fait c'était un truc de Marine Le Pen qui disait qu'elle préférait, plutôt que d'avoir un étudiant en sociologie, elle préférait qui coûtait tant, plutôt qu'on finance en fait sa formation pour l'entreprise. Donc, comme si la fonction de l'école déjà c'était uniquement de former des travailleurs et pas des citoyens avec un minimum d'esprit critique. Oui, c'est ça. Et où en fait t'as cette idée que finalement les études intellectuelles et notamment la socio qui est particulièrement attaquée parce que c'est un petit peu vous qui appuyez là où ça fait mal par rapport au travers de la société. On a certains politiques qui n'ont pas envie ni de financer ni d'avoir ce regard-là, quoi. Mais après c'est aux gens de décider ce qu'ils ont envie de faire, quoi. Et pas que d'en haut on impose. Oui, voilà, exactement, c'est ça, tout à fait. Ouais. Je me rappelle, j'avais accompagné mon fils. C'était la réunion de fin de collège avant l'orientation.
Et la proviseure du collège, elle avait dit bon, bah oui, je sais qu'il y a plein de parents qui voudront pas que leur enfant aille vers les filières professionnelles, etc. Mais alors que moi, je connais des plombiers qui gagnent leur vie mieux que moi. Et donc, c'est ce que tu disais là. C'est d'ailleurs qu'on décide que, en fait, donc elle a essayé de masquer le truc par le côté économique, ce qui est aussi dans l'air du temps. Ce qui compte, c'est en fait la valeur que tu as, c'est la valeur économique que ton travail te permet de gagner. Ouais. Mais oui, c'est ça. C'est d'ailleurs qu'on décide d'en haut qu'il y a tant de gens qui ont le droit de continuer leurs études et tant d'autres qui devront aller vers des voies professionnelles, même si la question, c'est pas de dévaloriser une filière par rapport à une autre, mais c'est de dire que c'est les gens qui devraient avoir le choix, quoi, de faire ce qu'ils veulent. Ouais. Ouais. Bon, ben on en arrive à notre conclusion. Alors là, c'était justement pour tout ça, pour t'amener à défendre ton idée sur le message quelque part qu'il y a dans 1984 et dont qu'on a tendance parfois à mettre un petit peu sous le tapis parce qu'il est occulté par Big Brother, par la novlangue ou par la double pensée. Donc est-ce que 1984 n'a pas autre chose à proposer que ces fameux clichés dont se sont emparés la sphère médiatique et par extension la pop culture? Ne peut-il pas être compris comme un avertissement? Un individu seul ne peut pas renverser le système, le changement doit passer par la prise de conscience du groupe. Il n'y avait pas cette idée-là quand même quand on en avait discuté, où justement toi ce que tu reprochais aux lectures qu'on faisait de 1984, justement c'est ce qu'on vient d'évoquer là, même si c'est pas pour autant que c'est un peu comme cette histoire du travail des filières professionnelles ou autres. Parler de garder Big Brother c'est une chose, mais d'un autre côté il faut pas non plus que ça occulte un autre message ou une autre lecture qu'il y a de 1984. C'est quelque part cet échec en fait de Winston Smith à pouvoir s'élever contre le système parce qu'il est c'est un individu seul, alors que lui-même justement pense que la révolution elle viendra des prolétaires, c'est-à-dire de la masse du groupe. Ouais. Et ça on a tendance à moins en parler. Ouais. Il me semble que le message fondamental de 1984 c'est sur le pouvoir. Ce que raconte 1984, ça c'est à la fin dans les scènes entre Winston et O'Brien, c'est cette idée du pouvoir, c'est de gens d'une oligarchie en fait qui veut le pouvoir et un pouvoir absolu sur la population. Et c'est très clairement ce qu'il explique O'Brien, qui n'ont pas d'autre motif que le pouvoir. Et c'est le pouvoir pour le pouvoir en fait qui les motive. Donc il compare par exemple aux communistes, entre guillemets, ce qu'il appelle les communistes, ils disaient qu'ils voulaient le pouvoir, soi-disant, pour transformer le monde. Mais eux, non. Ils ne veulent pas le pouvoir pour transformer le monde, ils veulent le pouvoir pour le pouvoir. Ils disent on ne veut pas le pouvoir pour être plus riche, pour vivre mieux, pour vivre plus longtemps, pour vivre plus vieux. Non, on veut juste le pouvoir est une fin pour en le soi. pouvoir. Ouais, le pouvoir est une fin en soi. Bon, c'est ça qu'il faut, à mon avis, transposer dans notre société actuelle. C'est-à-dire que tu veux dire c'est pareil. Comment il s'appelle, des Bernard Arnault ou ce genre de choses. Oui, des Bernard Arnault, des Musk, des Trump, etc. C'est toute une oligarchie qui veut le pouvoir pour le pouvoir. C'est tout. Il n'y a pas à chercher midi à 14h. C'est tout ce qui les intéresse, c'est d'avoir du pouvoir, d'accumuler du pouvoir, du pouvoir, du pouvoir. Le pouvoir, dans notre société, s'accumule sous la forme de la plus-value à travers le capitalisme. Et donc, en ce sens-là, c'est différent de la société de celle de 1984. Les moyens pour accumuler du pouvoir sont différents. Et c'est pas un parti comme dans 1984. Nous, c'est une oligarchie, et donc en tant qu'oligarchie aussi, ils ont des intérêts qui sont parfois conflictuels. Donc c'est pas un parti unique. Donc en ce sens, 1984, il pointe cette question du pouvoir. C'est déjà beaucoup. Si on pouvait toujours analyser tout ce qui se passe, chacun d'entre nous, au jour le jour, en ayant ce compas-là, en quelque sorte, cette boussole, ce serait déjà très utile. Mais tout ce dont il parle sur un parti unique, etc., en fait, ça, à mon avis, ça nous informe sur rien, ni... Enfin, je sais pas...
Ça ne nous apporte pas d'informations de grille de lecture. Quoi, surtout que d'après les bribes d'informations qu'on a sur l'univers, entre guillemets, de 1984, donc où le monde est divisé en 3 zones, on a l'impression qu'en fait, les 3 fonctionnent exactement sur le même système. Quoi. C'est qu'on n'a pas seulement un parti pour l'Océanie, mais on a une sorte d'équivalent en c'est quoi, c'est l'Eurasie, l'Eurasie et l'Estasie. Ouais, je sais plus leur nom. Voilà, enfin en tout cas, il y a pas de zone sur la planète où finalement il y aurait un gouvernement qui même serait une dictature, mais qui essaierait un système différent. On a l'impression que c'est vraiment une globalisation de cette vision qui a la forme qu'on connaît qui est décrite dans 1984, quoi. Ouais, c'est ça. Et la conséquence de ça, en fait, c'est aussi une conséquence qui est palpable dans notre société. C'est ce qu'explique Winston à un moment donné, c'est que en fait tout le monde vit mal dans 1984. C'est-à-dire ils n'ont pas de lame de rasoir, ils ont la nourriture et d'une qualité piteuse. Les logements sont complètement délabrés, les vêtements, ils ont du mal à s'habiller, etc. Et lui, il explique que tout ce qui est produit, en fait, est orienté vers la guerre pour être détruit, puis reproduit. Ça, en fait, le surplus de la production, la guerre n'est là que pour détruire le surplus de la production et justifier qu'on maintienne les gens dans un état de précarité permanent, justement pour pas leur permettre d'avoir suffisamment de confort, entre guillemets, pour penser à autre chose et essayer de se rebeller, quoi. Ouais. Donc, enfin, ceci dit, ça c'est ce qui est dit dans le bouquin de Goldstein, dont on sait qu'il a été écrit par O'Brien. C'est-à-dire que, en fait, et là, je pose déjà des jalons pour le moment, on parlera de Matrix, mais dans la prochaine partie. Mais finalement, ce qui nous est décrit là, ça reste quand même une vision qui est proposée par le parti, dont on ne sait pas finalement si elle est vraie ou si elle n'est pas vraie, quoi. Mais on va supposer que c'est la réalité de la situation. Ouais, c'est-à-dire que même la guerre, on ne peut pas savoir vraiment s'il y a la guerre ou pas. C'est ça. Hein, est-ce que cette guerre a vraiment lieu ou est-ce qu'on fait croire aux gens qui sont dans un état de guerre? Bon, il y a des bombardements réguliers, même autour de Londres. Tu finis à un moment, tu te demandes est-ce que c'est pas l'État lui-même, enfin le gouvernement lui-même qui les produit pour maintenir cet état de peur permanente, alors que autant il n'y a pas d'adversaire, quoi. Ouais, c'est ça. Ça se trouve, il n'y a pas d'adversaire. Bon, bah ça, c'est une grille de lecture aussi, je pense, qui est intéressante, toi, pour notre époque. Et donc, après, donc tu parlais de que faire par rapport à ça, c'est-à-dire que oui, dans 1984, c'est pas un roman qui propose une vision de lutte pour l'émancipation, voilà. Pas de vision de lutte collective pour l'émancipation dans le livre. Il y a juste l'histoire d'un gars qui essaye et d'une fille qui essaye de faire un pas de côté par rapport au système, ouais. Mais oui, alors il dit c'est les proles qui vont nous sauver, c'est les proles qui vont... Oui, mais il n'y a aucune vision, en fait. Il propose rien, là, sur cette question-là, quoi, dans le roman. Ouais. Et il laisse la porte ouverte pour que d'autres, justement, reprennent le flambeau et essayent de proposer d'autres choses. Ouais, peut-être. Ça, on en parlera dans la prochaine partie. Voilà. Bon, écoute, je te remercie beaucoup. Mais il n'y a pas de quoi. Voilà. Et puis, nous, on se retrouve la semaine prochaine. Donc, on parlera, comme d'habitude, de l'héritage de 1984. Bye. Au revoir.